Celui qui sait se taire sait gouverner. Machiavel. La plupart des hommes croient que parler est une preuve de maîtrise. Ils associent la parole à la présence, à l'autorité, à l'intelligence. Ils pensent que celui qui se tait disparaît, qu'il perd du terrain, qu'il laisse l'autre prendre l'avantage. Cette croyance est profondément ancrée, et pourtant, elle est fausse. Machiavel l'avait compris bien avant que la psychologie moderne ne l'explique. La parole est souvent une fuite, non une force. Parler trop n'est presque jamais un acte de puissance. C'est un soulagement, une décharge, une manière de réduire une tension intérieure. Lorsqu'un individu parle sans retenue, il ne cherche pas à structurer le réel, il cherche à se libérer de ce qu'il ressent. Il confond expression et contrôle. Or, celui qui a besoin de s'exprimer pour se sentir stable révèle précisément qu'il ne l'est pas encore. Le pouvoir ne commence jamais par la parole. Il commence par la retenue. Chaque mot prononcé expose quelque chose, une intention, une émotion, une attente. Plus tu parles, plus tu offres de matière à l'autre. Plus tu parles, plus tu te rends lisible. Et être lisible dans les rapports humains est rarement un avantage. Machiavel observait que les hommes intelligents ne se distinguent pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils laissent volontairement inexprimé. Le silence n'est pas une absence, c'est une sélection. La bouche est le premier lieu où le contrôle se perd. Avant même l'émotion, avant même l'action. Une phrase dite trop vite ne peut pas être reprise. Une justification inutile ne peut pas être effacée. Une explication donnée sous pression crée une trace. Et cette trace peut être utilisée. Celui qui parle trop tôt cède toujours quelque chose, même s'il croit reprendre la main. La psychologie moderne montre que la parole impulsive est souvent liée à un besoin de validation. On parle pour être compris, pour être reconnu, pour corriger une image. Mais ce besoin crée une dépendance invisible. Plus tu as besoin d'être compris immédiatement, plus tu remets ton équilibre intérieur entre les mains de l'autre. Et toute dépendance est une faiblesse potentielle. Machiavel aurait dit que celui qui cherche à convaincre se place déjà en dessous de celui qu'il cherche à convaincre. Il faut ici distinguer deux formes de silence, le silence subi et le silence choisi. Le premier est chargé de peur, il est tendu, il attend une permission. Le second est calme, stable, il ne cherche rien, il ne retient pas une parole par contrainte, mais par lucidité. Ce silence-là impose un rythme. Il ralentit l'échange. Il oblige l'autre à parler davantage. Et celui qui parle davantage se dévoile toujours plus. La bouche, lorsqu'elle est mal maîtrisée, devient un instrument de trahison involontaire. On révèle ce que l'on veut cacher. On explique ce qui n'était pas demandé. On comble un vide qui aurait dû rester vide. Et ce vide, justement, est un espace de pouvoir. Laisser un silence après une provocation, après une question ambiguë, après une remarque déplacée, c'est refuser d'offrir une prise immédiate. C'est laisser l'autre se confronter à sa propre attente. Machiavel savait que le temps est une arme, et la parole précipitée détruit toujours cette arme. Elle ferme trop vite un espace qui aurait pu travailler en ta faveur. Celui qui sait attendre avant de parler
transforme le silence en pression. Une pression douce, invisible, mais réelle. L'autre sent que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Il ajuste, il hésite, il se révèle. Il est essentiel de comprendre que maîtriser sa bouche ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie parler quand la parole ajoute quelque chose, non quand elle soulage une tension. Cela signifie accepter que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que tout ne mérite pas une clarification, que tout ne mérite pas une réaction. Cette sélection est une forme de discipline, et toute discipline commence par une limite. Dans les cercles de pouvoir, ceux qui parlent peu sont rarement ignorés. Ils sont observés, écoutés, attendus. Leur parole devient rare, donc dense. Lorsqu'ils parlent, leurs mots pèsent davantage, car ils ne sont pas noyés dans un flux constant. Machiavel aurait noté que la rareté crée la valeur, même dans le langage. Surtout dans le langage. À ce stade, une chose devient claire. La bouche n'est pas un simple outil de communication. C'est un révélateur de l'état intérieur. Celui qui ne peut pas se taire révèle un esprit agité. Celui qui se tait avec calme révèle une structure. Et cette structure est immédiatement perceptible, même inconsciemment. Les autres sentent qu'ils ne peuvent pas facilement te pousser à parler. Et ce simple fait modifie leur comportement. Mais cette maîtrise de la parole n'est que la première couche. Elle repose sur quelque chose de plus profond. Car se taire extérieurement ne suffit pas si le chaos continue à l'intérieur. On peut retenir ces mots tout en étant intérieurement en feu. Et ce feu finit toujours par trouver une issue. C'est pourquoi la véritable maîtrise commence dans l'esprit, avant même d'atteindre la bouche. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi le véritable désordre ne se situe pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu penses. Pourquoi un esprit non maîtrisé sabote toute tentative de retenue. Et comment, selon Machiavel, celui qui ne gouverne pas ses pensées sera toujours gouverné par celles des autres. La plupart des hommes croient que leurs pensées leur appartiennent. Ils les confondent avec leur identité. Ils disent « je pense », comme s'ils choisissaient consciemment chaque idée qui traverse leur esprit. En réalité, l'esprit non maîtrisé est l'espace le plus envahi qui soit. Les pensées surgissent, s'enchaînent, se contredisent, se répètent. Et tant que ce mouvement reste invisible, il gouverne silencieusement le comportement. Machiavel aurait reconnu ici une faiblesse fondamentale. Celui qui ne commande pas son esprit obéit sans le savoir. Un esprit agité cherche constamment une sortie. Il veut parler, il veut réagir, il veut agir. La bouche n'est que la conséquence visible de ce tumulte intérieur. C'est pourquoi tenter de contrôler la parole sans maîtriser l'esprit revient à contenir un fleuve avec les mains. La pression s'accumule, et tôt ou tard, elle trouve une faille. Le contrôle véritable commence donc bien avant les mots. Il commence dans la manière dont tu traites ce qui apparaît en toi. La psychologie moderne confirme ce que Machiavel observait intuitivement. Une pensée n'a de pouvoir que si elle est suivie. Une émotion n'a de force que si elle est nourrie. Mais la majorité des individus confondent apparition et obligation. Ils croient qu'une pensée exige une réponse, qu'une émotion exige une action. Cette confusion est coûteuse. Elle crée une chaîne automatique, stimulus, interprétation, réaction. Et dans cette chaîne, l'individu disparaît. Il devient prévisible, manipulable. Maîtriser l'esprit ne signifie pas supprimer les pensées. Cela signifie refuser de leur obéir immédiatement. Créer un espace, un léger délai. Dans cet espace, quelque chose d'essentiel apparaît.
le choix. Sans cet espace, il n'y a pas de choix, seulement des réflexes. Machiavel savait que le pouvoir commence là où le réflexe s'arrête, là où l'homme cesse d'être entraîné. Un esprit non maîtrisé amplifie tout. Une remarque devient une offense, un silence devient un rejet, un regard devient un jugement. Et cette amplification crée une réalité déformée. On ne réagit plus à ce qui est, mais à ce que l'on imagine. Cette distorsion est dangereuse, car elle pousse à agir contre des menaces qui n'existent parfois que dans l'esprit. L'individu s'épuise, il gaspille son énergie, il se bat contre des ombres. Et pendant ce temps, ceux qui savent rester clairs observent. Machiavel aurait noté que la confusion intérieure affaiblit plus sûrement qu'un ennemi extérieur. Car l'ennemi extérieur est visible, il peut être anticipé. La confusion, elle, agit de l'intérieur. Elle brouille le jugement, elle accélère les décisions, elle pousse à parler trop vite, à se justifier, à corriger. Et chaque geste effectué sous cette pression intérieure trahit une perte de maîtrise. Il est crucial de comprendre que la clarté mentale n'est pas une question d'intelligence. Des individus très brillants sont pourtant esclaves de leurs pensées. Ils analysent trop, anticipent trop, justifient trop. Leur esprit tourne en boucle, et cette agitation permanente crée une fatigue invisible. Une fatigue qui se lit dans la posture, dans le regard, dans la voix. Les autres la perçoivent, toujours, même lorsqu'ils ne savent pas la nommer. La maîtrise de l'esprit commence lorsque tu cesses de t'identifier à chaque pensée, lorsque tu observes sans immédiatement commenter, lorsque tu laisses passer sans t'accrocher. Cette observation crée une distance, et cette distance est une forme de pouvoir intérieur. Tu n'es plus au centre de la tempête, tu es à côté. Et depuis cet endroit, les décisions changent de nature. Elles deviennent plus lentes, plus précises, moins émotionnelles. Machiavel aurait décrit cet état comme une froideur nécessaire. Non une absence d'émotion, mais une absence de domination de l'émotion. Celui qui reste clair lorsque les autres s'agitent devient imprévisible. Et l'imprévisibilité est l'une des caractéristiques les plus dérangeantes pour l'ego des autres. Ils ne savent pas comment te provoquer efficacement. Ils ne savent pas quel levier utiliser. Et cette incertitude les affaiblit. Un esprit maîtrisé ne cherche pas à conclure immédiatement. Il accepte l'inachevé. Il tolère l'ambiguïté. Il n'a pas besoin de tout comprendre sur le moment. Cette patience mentale se traduit extérieurement par une retenue naturelle. Tu parles moins, mais mieux. Tu agis moins, mais plus justement. Et cette économie d'action crée une impression de profondeur, de solidité. Les autres sentent que tu n'es pas pressé. Et celui qui n'est pas pressé impose souvent le rythme. Il existe un lien direct entre la maîtrise de l'esprit et la capacité à rester silencieux face à la provocation. Sans clarté intérieure, le silence est douloureux. Il est rempli de pensées, de scénarios, de peurs. Mais lorsque l'esprit est stable, le silence devient léger. Il n'est plus un effort, il est un état. Et cet état transforme la relation au temps. Tu n'as plus besoin de répondre maintenant. Tu peux attendre, observer, choisir. À ce stade, une vérité simple apparaît. Celui qui contrôle son esprit ne donne pas facilement prise. Il ne réagit pas à tout. Il ne se sent pas obligé de répondre à chaque stimulation. Et cette liberté intérieure est rare. Elle se remarque, elle se respecte. Machiavel savait que les hommes suivent instinctivement ceux qui semblent maîtres d'eux-mêmes, même sans comprendre pourquoi. Mais l'esprit n'agit jamais seul. Lorsqu'il perd le contrôle, l'émotion prend le relais. Et l'émotion est encore plus visible, plus contagieuse, plus exploitable.
C'est pourquoi la maîtrise de l'esprit, aussi essentielle soit-elle, reste incomplète sans la maîtrise de l'humeur. Car l'humeur est le langage que l'émotion parle au monde. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi l'humeur est l'un des leviers les plus utilisés contre toi. Pourquoi la colère, l'irritation ou l'enthousiasme excessif te rendent prévisible. Et comment, selon Machiavel, celui qui contrôle son humeur contrôle le rythme de toute interaction. L'humeur est le pont entre l'intérieur et l'extérieur. Elle est ce que les autres perçoivent avant même d'entendre un mot. Une voix légèrement tendue, un regard impatient, un sourire trop rapide, une irritation à peine dissimulée. Tout cela parle, et souvent cela parle plus fort que n'importe quel discours. Machiavel aurait immédiatement compris que l'humeur est l'un des leviers les plus faciles à exploiter, précisément parce qu'elle échappe à la vigilance de ceux qui croient se maîtriser. La plupart des hommes pensent que leurs émotions sont personnelles, qu'elles ne concernent qu'eux. En réalité, l'humeur est contagieuse. Elle modifie l'atmosphère. Elle influence le rythme de l'échange. Elle signale une ouverture ou une faille. Lorsqu'une personne se laisse gouverner par son humeur, elle devient lisible. Et être lisible, dans les jeux de pouvoir, revient à offrir un accès direct à soi. La colère en particulier est l'émotion préférée de ceux qui cherchent à provoquer. Elle accélère, elle rigidifie, elle pousse à agir trop vite. Une personne en colère veut conclure, trancher, imposer. Elle perd la capacité d'attendre. Et perdre la capacité d'attendre, c'est perdre l'avantage. Machiavel savait que l'impatience est une faiblesse stratégique. Celui qui s'énerve montre qu'il est affecté, et celui qui est affecté est déjà partiellement contrôlé. Mais l'humeur ne se limite pas à la colère. L'enthousiasme excessif, l'euphorie, l'empressement sont tout aussi révélateurs. Ils signalent un manque de retenue, un besoin de validation, une dépendance à l'approbation. Une humeur trop haute ou trop basse crée une instabilité perceptible. Et l'instabilité attire naturellement ceux qui cherchent à tester, à pousser, à exploiter. Machiavel aurait noté que l'excès, quel qu'il soit, finit toujours par se retourner contre celui qui l'exhibe. Maîtriser son humeur ne signifie pas devenir neutre ou indifférent. Cela signifie ne pas laisser l'émotion décider du tempo, car le tempo est essentiel. Celui qui impose le rythme impose la structure de l'échange. Une personne calme ralentit naturellement la situation. Elle force l'autre à s'ajuster, à parler moins vite, à réfléchir davantage, à sortir de la réaction pure. Et dans ce ralentissement, les rapports de force se réorganisent. La psychologie moderne montre que les individus cherchent inconsciemment des repères émotionnels. Ils se synchronisent avec l'humeur dominante. Lorsqu'ils rencontrent une humeur stable, ils ralentissent. Lorsqu'ils rencontrent une humeur instable, ils deviennent vigilants ou agressifs. Celui qui maintient une humeur constante, même sous pression, crée une asymétrie. Il devient le point fixe autour duquel l'échange s'articule. Et ce point fixe acquiert une autorité implicite. Machiavel aurait décrit cette stabilité comme une forme de froideur stratégique. Non pas une absence de sentiments, mais une capacité à ne pas les exposer inutilement. Les émotions ressenties n'ont pas besoin d'être montrées. Elles peuvent être traitées intérieurement. Lorsqu'elles restent visibles, elles deviennent des signaux. Et ces signaux peuvent être lus, anticipés, utilisés. Celui qui montre trop clairement ce qu'il ressent réduit son propre champ de manœuvre. Il est important de comprendre que l'humeur est souvent déclenchée par des interprétations mentales. Une remarque devient irritante parce qu'elle est interprétée comme une attaque. Un silence devient vexant parce qu'il est interprété comme un rejet. C'est pourquoi la maîtrise de l'esprit, abordée précédemment, est indissociable de la maîtrise de l'humeur.
Un esprit clair amortit l'émotion avant qu'elle ne prenne le dessus. Sans cette clarté, l'humeur devient un terrain instable. Dans les interactions de pouvoir, celui qui contrôle son humeur devient difficile à provoquer. Les tentatives de pression glissent. Les piques tombent à plat. Non parce qu'elles sont ignorées consciemment, mais parce qu'elles ne produisent pas la réaction émotionnelle attendue. Et sans cette réaction, l'autre se retrouve sans levier. Il insiste parfois, il change de stratégie, mais chaque ajustement révèle son intention. Et plus l'intention est visible, moins elle est efficace. Machiavel savait que les hommes révèlent leurs objectifs lorsqu'ils perdent patience. Une humeur stable force l'autre à se dévoiler. Elle crée un contraste. D'un côté la retenue, de l'autre l'agitation. Et ce contraste est immédiatement interprété par les observateurs, même silencieux. Ils savent intuitivement qui contrôle la situation. Non celui qui parle le plus fort, mais celui qui ne se laisse pas emporter. Il y a une autre dimension souvent négligée, la durée. Une humeur instable est difficile à maintenir. Elle épuise. Elle consomme de l'énergie. À long terme, elle affaiblit. À l'inverse, une humeur maîtrisée économise. Elle permet de rester présent sans tension excessive. Cette économie d'énergie est un avantage invisible, mais réel. Celui qui ne s'épuise pas peut attendre plus longtemps, et celui qui peut attendre finit souvent par gagner. Maîtriser son humeur, c'est accepter que tout ne mérite pas une réaction émotionnelle, que tout ne justifie pas une montée ou une chute intérieure. Cette acceptation crée une neutralité active, une neutralité qui n'est pas indifférence, mais discernement. Tu choisis ce qui mérite ton énergie émotionnelle. Et ce choix, répété dans le temps, façonne une réputation silencieuse, celle de quelqu'un qui n'est pas facilement atteint. À ce stade, une cohérence commence à apparaître. La bouche est plus retenue, l'esprit est plus clair, l'humeur est plus stable. Ces trois éléments se renforcent mutuellement. Mais il en reste un, souvent sous-estimé, qui trahit immédiatement l'absence de discipline intérieure. L'argent. Car l'argent n'est pas seulement un outil matériel. Il est un révélateur, un miroir. Il montre comment tu réagis à la tentation, à la peur, à l'urgence. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi la relation à l'argent expose la discipline intérieure plus sûrement que n'importe quel discours. Et pourquoi, selon Machiavel, celui qui ne contrôle pas son rapport à l'argent finit toujours par être contrôlé par lui. L'argent est souvent présenté comme une fin, un objectif, une récompense. Mais dans les rapports de pouvoir, il joue un rôle bien plus subtil. Il agit comme un révélateur. Il montre, sans discours, sans justification, comment un individu réagit à la pression, à la peur, au désir immédiat. Machiavel aurait vu dans l'argent non pas une source de pouvoir en soi, mais un test permanent. Un test que beaucoup échouent sans même s'en rendre compte. La manière dont une personne dépense, accumule ou parle de l'argent trahit son rapport au contrôle. Une dépense impulsive révèle une incapacité à différer. Une ostentation financière révèle un besoin de reconnaissance. Une inquiétude excessive révèle une dépendance émotionnelle. L'argent met à nu ce que les mots cherchent souvent à dissimuler. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si important dans la lecture du pouvoir. Celui qui ne se contrôle pas face à l'argent se contrôlera difficilement face aux hommes. La psychologie moderne parle ici de gratification différée. La capacité à attendre, à renoncer temporairement, à ne pas céder à l'impulsion immédiate. Cette capacité est l'un des meilleurs prédicteurs de stabilité à long terme. Machiavel, sans utiliser ces termes, observait déjà que ceux qui sacrifient l'avenir pour un avantage immédiat
finissent toujours par perdre leur position. L'argent est l'un des terrains où cette faiblesse apparaît le plus clairement. Il est important de comprendre que le pouvoir n'aime pas la précipitation. Il se méfie de ceux qui dépensent pour impressionner, qui parlent de richesse pour exister, qui utilisent l'argent comme une extension de l'ego. Ces comportements signalent une instabilité intérieure, une peur du manque, un besoin de validation. Et ces signaux sont lus, parfois inconsciemment, par ceux qui savent observer. Machiavel aurait dit que la richesse affichée est souvent le masque d'une fragilité. L'argent agit également comme un accélérateur émotionnel. Il intensifie la peur de perdre, le désir de gagner, l'angoisse de manquer. Sans discipline intérieure, ces émotions prennent le contrôle. Les décisions deviennent impulsives, les priorités se brouillent. L'individu cesse de penser à long terme, et penser à court terme est l'une des erreurs les plus coûteuses dans les jeux de pouvoir. Celui qui ne voit pas au-delà de l'instant devient prévisible, et la prévisibilité est une faiblesse. Machiavel savait que la discrétion financière est une forme de protection, non par secret obsessionnel, mais par retenue stratégique. Parler trop librement de ses ressources, de ses gains, de ses pertes, c'est exposer son centre de gravité. C'est offrir des informations inutiles, et toute information inutile devient une prise potentielle. Celui qui maîtrise son rapport à l'argent maîtrise aussi ce qu'il révèle de lui-même. Il existe un lien direct entre la manière dont on gère l'argent et la manière dont on gère la pression sociale. Une personne qui cède facilement à la tentation financière cède souvent aussi à la tentation de plaire, de se justifier, de se conformer. L'argent devient alors un levier de contrôle extérieur. Il dicte les choix, il impose le rythme. Machiavel aurait observé que la dépendance économique est l'une des formes les plus silencieuses de servitude. Maîtriser son rapport à l'argent ne signifie pas refuser le confort ou la réussite. Cela signifie refuser d'être gouverné par l'urgence, refuser de laisser la peur du manque ou le désir d'affichage diriger les décisions. Cette retenue crée une liberté intérieure, et cette liberté est immédiatement perceptible. Celui qui n'est pas pressé par l'argent n'est pas facilement pressé par les autres. Il est frappant de constater à quel point les individus vraiment puissants parlent rarement d'argent. Non parce qu'ils n'y pensent pas, mais parce qu'ils ne définissent pas leur identité. Leur centre de gravité est ailleurs, dans la maîtrise du temps, dans la capacité à attendre, dans la vision à long terme. L'argent devient alors un outil parmi d'autres, non un symbole. Et cette désymbolisation est un signe de maturité. Machiavel aurait reconnu là une marque de souveraineté. L'argent révèle également la cohérence intérieure. Une personne peut maîtriser sa parole, contrôler son humeur, clarifier son esprit, mais se trahir par une décision financière impulsive. Cette incohérence est immédiatement lisible pour ceux qui observent attentivement. Elle crée une dissonance, et la dissonance affaiblit l'autorité. Le pouvoir durable exige une cohérence globale, une discipline qui ne se fragmente pas selon les domaines. À ce stade, il devient clair que l'argent n'est pas un thème isolé. Il est lié à la bouche, à l'esprit, à l'humeur. Une parole impulsive, une pensée agitée, une émotion instable trouve souvent leur écho dans une gestion désordonnée des ressources. Tout communique, tout se reflète. Machiavel comprenait que la faiblesse ne se manifeste jamais dans un seul domaine. Elle se propage, elle contamine. Inversement, une discipline intérieure cohérente crée un effet cumulatif. La retenue verbale renforce la clarté mentale.
La clarté mentale stabilise l'humeur. La stabilité émotionnelle permet une relation plus saine à l'argent. Et cette relation saine libère du temps, de l'énergie, de l'attention. Ces ressources deviennent alors disponibles pour ce qui compte réellement: la stratégie, l'observation, la décision. Il reste une dernière étape: comprendre comment ces 4 dimensions, la bouche, l'esprit, l'humeur et l'argent, forment un tout. Comment une faille dans l'une affaiblit les autres, et pourquoi, selon Machiavel, le pouvoir véritable n'apparaît que lorsque cette cohérence est atteinte. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie. Lorsque l'on observe attentivement la bouche, l'esprit, l'humeur et l'argent séparément, on peut avoir l'illusion qu'il s'agit de domaines distincts, comme si l'on pouvait être discipliné dans l'un et désordonné dans l'autre sans conséquence. En réalité, cette séparation n'existe pas. Tout communique, tout se reflète. Une faille dans un domaine finit toujours par apparaître ailleurs. Machiavel avait compris que la faiblesse n'est jamais isolée, elle est systémique. Un homme peut parler peu, mais penser de manière chaotique. Il peut sembler calme, mais être intérieurement agité. Il peut se contrôler émotionnellement, mais être impulsif avec l'argent. Cette incohérence crée une dissonance subtile. Elle n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle est ressentie. Et ce qui est ressenti finit toujours par influencer la perception. Le pouvoir durable ne tolère pas la dissonance. Il exige une continuité intérieure. La bouche révèle l'état de l'esprit. L'esprit influence l'humeur. L'humeur dicte les décisions financières. Et ces décisions, à leur tour, renforcent ou affaiblissent la stabilité intérieure. Ce cycle fonctionne dans les 2 sens. Lorsqu'il est désordonné, il entraîne une spirale de réaction, de perte de contrôle, de justification. Lorsqu'il est maîtrisé, il crée une boucle vertueuse. La retenue appelle la clarté. La clarté stabilise l'émotion. La stabilité émotionnelle permet la patience. Et la patience renforce le contrôle. Machiavel aurait observé que les hommes véritablement puissants ne compartimentent pas leur discipline. Ils sont cohérents. Leur comportement ne change pas radicalement selon les contextes. Ils ne sont pas calmes en public et impulsifs en privé. Ils ne sont pas rationnels dans les discours et émotionnels dans les décisions. Cette cohérence crée une lisibilité. Et la lisibilité, lorsqu'elle est associée à la stabilité, inspire naturellement le respect. Il est important de comprendre que cette unité ne se construit pas par accumulation d'efforts, mais par élimination. On ne devient pas maître de soi en ajoutant des règles, mais en retirant les réactions inutiles. En cessant de parler quand parler ne sert qu'à soulager. En cessant de nourrir chaque pensée. En cessant de laisser l'humeur dicter le rythme. En cessant de laisser l'argent provoquer l'urgence. Cette soustraction progressive allège, elle simplifie, et cette simplicité est une forme de puissance. La plupart des hommes cherchent le pouvoir à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas encore établi cette unité intérieure. Ils veulent influencer, contrôler, diriger, mais ils sont encore gouvernés par leurs impulsions. Machiavel aurait vu là une contradiction fondamentale. Celui qui ne se gouverne pas lui-même ne peut gouverner durablement les autres. Il peut impressionner, dominer temporairement, mais il finira par se trahir. Lorsque cette unité commence à se former, quelque chose change dans la manière dont le monde répond. Les interactions deviennent plus lentes, mais plus denses. Les provocations perdent de leur efficacité. Les urgences imposées de l'extérieur semblent moins pressantes. Tu n'es plus entraîné, tu choisis. Et ce choix répété crée une posture que les autres perçoivent sans pouvoir toujours l'expliquer. Machiavel comprenait que le pouvoir le plus solide est souvent le moins visible. Il ne s'annonce pas, il ne se revendique pas. Il se manifeste dans la manière de ne pas réagir, de ne pas se précipiter, de ne pas se dévoiler inutilement.
Cette retenue n'est pas une privation, elle est une concentration. Toute l'énergie qui n'est plus dissipée devient disponible pour l'observation, l'anticipation, la décision. À ce stade, la discipline cesse d'être une contrainte. Elle devient une identité. Tu ne te demandes plus s'il faut parler ou te taire. Tu ressens naturellement quand la parole est nécessaire. Tu ne te bats plus contre tes pensées. Tu les observes passer. Tu ne cherches plus à contrôler ton humeur. Elle se stabilise d'elle-même. Tu ne vois plus l'argent comme une source de tension, mais comme un outil. Cette fluidité est le signe que les 4 dimensions sont alignées. Il n'y a alors plus de lutte intérieure permanente, plus de fatigue liée au contrôle. Le contrôle devient presque invisible. Et c'est précisément cette invisibilité qui le rend puissant. Machiavel aurait reconnu ici l'état le plus rare, celui où la maîtrise n'est plus un effort, mais une conséquence naturelle d'une structure intérieure claire. C'est ici que beaucoup cherchent encore des techniques, des règles, des méthodes, mais il n'y a rien à ajouter. Tout ce qui devait être ajouté l'a déjà été. Ce qui reste à faire est plus subtil. Il s'agit de remarquer, de voir, de ne pas intervenir inutilement. La prochaine fois que tu voudras parler sans raison claire, la prochaine fois qu'une pensée cherchera à t'entraîner, la prochaine fois qu'une émotion voudra décider à ta place, la prochaine fois qu'une dépense voudra combler une tension, observe simplement ce moment. Observe ce qui se passe si tu ne fais rien immédiatement, si tu laisses passer, si tu attends. Tu verras que beaucoup de choses se résolvent sans ton intervention, que certaines impulsions disparaissent d'elles-mêmes, et que dans cet espace laissé intact, quelque chose de plus stable s'installe. Une forme de calme, une forme de clarté, une forme de pouvoir qui n'a pas besoin d'être démontrée. Ceux qui arrivent là ne cherchent plus à impressionner. Ils n'ont plus besoin de s'imposer. Leur présence suffit. Et cette présence est ressentie avant même d'être comprise. C'est là que tout se rejoint. Et c'est là que le pouvoir commence réellement. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.